Bonjour et bienvenue dans ce 36e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Aujourd'hui, nous abordons, après 2 ou 3 semaines de sujets un petit peu lourds, nous abordons un sujet peut-être un petit peu plus léger, mais ô combien nécessaire à la vie, à une vie de bonne qualité, une bonne qualité de vie pour nous tous d'une façon générale et pour nos seniors d'une façon un petit peu plus particulière. Puisque bien vieillir, ce n'est pas seulement être en bonne santé et avoir des moyens financiers qui assurent une vie correcte. Bien vieillir, bien vivre d'une façon générale, c'est aussi ressentir ce sentiment de bien-être qui nous donne envie chaque jour de nous lever et de profiter d'une journée, qu'elle soit belle, ensoleillée, chaude, moins belle, moins ensoleillée ou moins chaude. Et le plaisir de côtoyer tous ceux que nous aimons. Alors comment, malgré tous les changements inhérents à l'avancée en âge, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient sociaux ou psychologiques, comment maintenir ou atteindre et conserver ce sentiment de bien-être, gage, selon les études les plus récentes, de longévité? C'est ce que nous verrons au cours de cette édition de Mahogany en compagnie de notre invité, Monsieur Boris Belkou, bonjour. Bonjour. Qui est massothérapeute. Il nous expliquera ce que signifie ce terme, et gérant d'un institut spa à Métis. Vous nous en parlerez également, au sein duquel vous pratiquez tout un tas de soins au sens très général du terme, qui permettent à tous, mais bon, ici on parle beaucoup de seniors, à tous de recouvrir et de conserver une certaine forme de bien-être. Avec nous également au cours de cette émission, en seconde partie de cette émission, nous parlerons du prochain rendez-vous des mardis de l'Atrium, qui se dérouleront mardi 15 octobre à l'Atrium, entre 9 et 11h si je ne m'abuse, et qui aura pour thème, ces rendez-vous auront pour thème soulager la douleur, accompagnement du malade et de la famille. Nous parlerons de soins palliatifs d'une façon générale. Vous l'avez bien compris, nous parlerons aujourd'hui de bien-être. Alors, le bien-être, chacun de nous peut avoir sa définition personnelle, mais d'une façon générale, Monsieur Belkou, comment définiriez-vous cette sensation de bien-être? Bonjour. Le bien-être est pour moi un mode de vie. Le bien-être se cultive au quotidien. Le bien-être va permettre à tout chacun de pouvoir aimer l'autre sans pour cela attendre quoi que ce soit en retour. Le bien-être est amour et bonté envers l'autre. Voilà. Une très jolie définition. Alors, c'est un bien-être qu'on souhaite à tout le monde tout au long de sa vie, y compris, mesdames, j'imagine, lorsque la douleur ou la maladie nous cloue au lit ou nous empêche de vivre tout à fait pleinement. Le bien-être, c'est aussi une notion dont vous avez à vous occuper ou à tenir compte au cours de vos activités, j'imagine. Madame Magdelaine. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a énoncé M. Belkou, parce que je me dis, au fond, soins palliatifs, c'est ce que nous essayons de faire. C'est prendre l'être dans sa globalité. Il n'est pas sa maladie, il est lui. Donc nous essayons de le regarder comme un être qui a encore besoin de vivre. Donc nous voulons l'accompagner, lui donner du bien-être jusqu'à la fin. Parce que ce que nous voulons faire comprendre aux gens, qu'il y a une fin. Très bien. Écoutez, nous verrons ça un petit peu en seconde partie d'émission. Madame Bourgade, infirmière au CHU de Martinique également, qui est membre d'une équipe de soins palliatifs. J'imagine que le bien-être est également... oui, tout à fait. Absolument. On parle de prise en charge globale, du prendre soin de l'autre. Très bien. Donc on commence déjà par prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre.
Très bien, parfait. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, du bien-être, nous nous sommes interrogés suite à une conversation que nous avons eue récemment dans notre entourage, hein, dans mon entourage plus particulièrement, puisque nous parlons de seniors et de bien-être des seniors. Nous nous sommes interrogés sur ce qu'est être un senior et à partir de quand on peut, de quel âge ou de quel état, on peut avoir des doutes, une petite baisse d'estime de soi ou des petites révoltes par rapport aux premiers signes du vieillissement. Nous regardons ce petit micro-trottoir et nous revenons ensuite sur le plateau. Qu'est-ce que c'est un senior? Un senior, c'est une personne plutôt âgée. Okay. À quel âge on devient un senior? Environ vers 70 ans. Un senior, ce serait quelqu'un qui a pris sa retraite et qui s'occupe de ses petits-enfants. Voilà. Mais qui est peut-être pas malade, mais quelqu'un qui ne travaille plus et qui a un certain âge. Un senior? J'aurais dit 70 ans. Ouais, j'aurais dit 70 ans, mais pas avant. C'est quelqu'un de certain âge, à partir pour mon senior, c'est à partir de la soixantaine, on va dire, je pense. En fait, c'est quelqu'un qui a dit, oui, pour moi, c'est quelqu'un, c'est même une personne âgée, on va dire personnes âgées aussi, mais pour moi, il n'y a pas de personnes âgées. En fait, tout le monde, en fait, c'est à partir de 60 ans, c'est un senior. Un senior, pour moi, c'est une personne âgée, je dirais. Bon, maintenant, à quel âge, bon, je ne sais pas à quel âge on peut considérer personne âgée. Bon, je dirais à partir de 60 ans, 60 et plus, bien 70 et plus, mais oui, c'est... Oui, les personnes âgées en principal. Senior, pour moi, senior, c'est un paquet de gens forcément. Enfin, un grand monde, un monde à respecter de toute façon, c'est moi pour le respect des aînés, pour moi c'est ça. Et puis c'est un monde qui a pensé sur lequel on peut appuyer, un monde où on peut demander conseils, et puis un monde qui peut raconter une histoire qu'on ne peut pas connaître, puisque on est censé être plus jeune qu'il, donc il n'y a pas un par exemple Michel qui pour moi c'est un grand senior, dans le sens où c'est qui raconte à présent, un petit peu de monde qui peut qui pas connaître. Donc pour moi, un senior, c'est une forme de respect. C'est moi dans tout pays, on respecte le grand monde, c'est-à-dire il toujours ça, respecter le grand monde, écouter le grand monde. Pour moi, un senior, c'est respect. À quel âge on devient un senior? Mais je estime que devenir senior, là, on fait la vie équilibrée, juste. Et puis, on va dire à partir de la soixantaine, pour moi, c'est un senior. C'est-à-dire ou bon la retraite, ou pas loin de la retraite, mais on va avoir une expérience de vie qu'on peut transmettre. Voilà. Très jolie définition des seniors. Bon, je suis rassurée, je ne le suis pas encore. Monsieur Bellicou, donc vous gérez et vous vous occupez au sein de ce spa. Hein, oui. C'est ainsi que vous définissez votre institut, Améthyste Spa. Vous vous occupez de bien-être d'une façon générale pour tout public, mais également pour les personnes seniors d'un certain âge. Oui, on va employer le mot senior. Je pense que ça reviendra assez régulièrement en personnes âgées. Senior, c'est plus adapté pour moi. Hein. D'accord, très bien. Alors, oui. Dans votre activité personnelle, puisque donc vous êtes masseur-thérapeute, en quoi consistent vos interventions? Voilà, prendre en charge au fait l'individu. Souvent, nous arrivons au spa, je viens au spa me faire du bien, je viens me soigner. Je fais attention surtout aux problèmes circulatoires avant de pouvoir pallier à quel que soit le soin qui est fait. C'est important de pouvoir allier le médical en même temps le bien-être. C'est pour cette raison que c'est un spa médicalisé qu'un spa comme cela. D'accord ? C'est important de faire attention à certaines pathologies, savoir si la personne est hypertendue pour pouvoir justement pallier aux différents produits qu'on va utiliser pour le bien-être. Il est question pour nous, si les personnes arrivent avec certaines difficultés, qu'ils repartent en tout cas mieux dans l'état dans lequel ils sont arrivés. Alors nous allons allier les soins par tout ce qui est des bains hydromassants, des enveloppements froids pour les problèmes circulatoires, des massages. Alors vous faites un petit diagnostic avant? Absolument.
quel est l'âge moyen des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce type d'approche, hein? On va dire dans la quarantaine, je reçois des personnes jusqu'à 60 ans, 70 ans même. Petite anecdote, oui. Par exemple, une femme qui n'avait pas vu ses règles depuis plus de 20-30 ans à 58 ans, suite à un choc émotionnel, a dû revoir l'apparition parce qu'elle s'est sentie bien. Il y a eu un déblocage, il y a eu un bien-être. Et elle s'est dit, c'est pas possible. Elle a vu son médecin, elle en a discuté. Le médecin lui a dit, écoutez, ça vous fait du bien, continuez. Donc, le bien-être, au fait, passe par beaucoup, au fait, d'émotions, des choses qu'il faut soigner, qui sont là en profondeur et qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que le physique influe sur le mental et vice-versa. Absolument, absolument. Des personnes sont bloquées suite à un choc émotionnel. Donc, il faut aller chercher en profondeur en pratiquant l'ARA, H-A-R-A, en conduite du souffle pour justement retirer cette angoisse, cette boule-là qui est stagnée depuis quelque temps. Donc, avec les soins, justement, le diagnostic qu'on fait nous permet de mieux soigner, de mieux, je veux dire, pas soigner, mais accompagner l'individu à mieux être. Donc, lorsqu'on arrive chez vous, souvent le passage d'une vie active, par exemple, d'une vie active à la retraite, avec tout ce que ça peut comporter, comme baisse d'estime de soi par rapport à des modifications physiques qui surviennent de façon insidieuse, ou alors l'arrêt d'une activité, ou alors encore un petit isolement, un isolement, on voit moins de gens, on est en relation avec beaucoup moins de personnes, donc une vie sociale peut-être un petit peu en retrait, qui influe sur le moral, le mental. Le fait de se faire prendre en charge physiquement serait donc une solution pour recouvrer un certain bien-être. Oui, parce qu'ils ont besoin d'amour et surtout d'écoute. Vraiment, il faut donner, pour faire déjà ce corps de métier, que ces professionnels de santé qui sont là sur le plateau, au fait, il faut déjà aimer ce qu'on fait pour pouvoir donner à l'autre. Et cultiver ce bien-être, c'est au quotidien qu'il faut le faire. Et j'aime à le dire parce que ce n'est pas un devoir, mais on doit aimer sans pour cela attendre quoi que ce soit en retour. Et je crois que lorsqu'on fait ce genre d'accompagnement, ces gestes, ces petits gestes, ce regard, ce sourire, l'accueil, le toucher, tout cela, ce sont des éléments importants pour un mieux-être. Et c'est très, très, très important. Cette approche de tous les sens, ce travail sur tous les sens. Je pense, mesdames, que c'est aussi l'un de vos éléments et d'outils de travail, ce travail sur les sens pour procurer un bien-être donc aux personnes qui souffrent. Madame Bourgade, vous intervenez. Parce que tout à l'heure on parlait du prendre soin, effectivement, parce que moi en tant qu'infirmière, on est plus axé sur le geste technique à faire un soin. Et c'est pas la même chose que de prendre soin. On prend son temps de faire quelque chose de bien précis pour ce patient. Alors, ce serait-ce que de l'écouter, c'est un soin. De préparer à un soin, justement, technique, c'est prendre soin de l'autre. Donc, on dépasse et on le voit bien, effectivement, cette notion de bien-être va largement au-delà des soins techniques, comment dirais-je, ou même pour les personnes en bonne santé ou en relativement bonne santé, d'un aspect physique ou d'un physique sans gros problème, aller au-delà pour effectivement prendre en compte et travailler sur les différents sens que la personne puisse se sentir entourée, encadrée, aimée et appréciée. Alors, au-delà des soins purement physiques qui sont dispensés par des tierces personnes, il est possible également que chaque personne puisse s'occuper de son propre bien-être par le biais, notamment, d'activités physiques. Nous sommes allés dans un club de sport où nous avons eu l'heureuse surprise de rencontrer des seniors qui entretenaient leur forme et cet entretien qui est également un rendez-vous régulier
leur procurait énormément de bien. Nous regardons ce petit reportage, nous nous retrouvons ensuite. Ça fait 12 ans que je travaille à Shape-Up, mais je fais de la culture physique depuis 1965. Alors, ça fait à peu près 56 ans que je fais de la culture physique. Je faisais du football et je me sentais un peu trop petit, trop mince. Même lorsque j'allais à la plage, je ne me sentais pas bien. Alors je me suis décidé, après avoir vu dans une librairie des revues de culture physique, j'ai vu le matériel, je m'en suis procuré, j'en ai fait avec du plomb, des roues de wagon et puis je me suis mis à la culture physique. Et puis au bout d'un an, j'étais un autre homme, quoi. Et puis je continuais jusqu'à ce que je me suis présenté à certains concours de culturisme. J'ai été Monsieur Martinique. J'ai été l'athlète le plus harmonieux, dont le président du jury était Serge Mubray. Et puis je faisais du football en même temps. J'ai laissé le football à 62 ans. Et puis j'ai continué ma culture physique. Et comme je suis infirmier psychiatrique, je connais le fonctionnement du corps, de l'organisme. Je me suis mis à la culture physique et puis je continue à en faire jusqu'à maintenant. Je reviens presque au moins 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Je m'entraîne à peu près 1h30, 2 heures de temps. Je ne sens pas le poids de l'âge. Eh bien, c'est pour ma santé d'ailleurs. Alors je continue comme si c'était un médicament. Très bien, merci René. Bonjour Rolande, est-ce que je peux vous demander quel est votre âge? Alors mon âge, donnez-moi un âge. 60 ans? 76. Eh bien félicitations, est-ce que c'est le sport qui vous conserve aussi jeune? Eh bien le sport en fait partie. Je voulais être bien dans ma peau. Je voulais perdre un peu d'abord, mais que c'est pas le sport. Et puis je voulais me muscler un peu. Et puis, étant donné que je suis asthmatique, je voulais pratiquer un peu pour stimuler mon cœur, mon rythme cardiaque. Alors minimum 3 fois. Pour qu'on soit bien. Compter 3 fois, le mardi, le mercredi et le vendredi. Le mardi et le mercredi, je fais avec les professeurs, et le vendredi, je fais les marchés. Fessiers, cuisses, ventre, biceps, triceps et tout le Bataclan. Les jambes, les pieds, les orteils. Le cou, tout le corps. Ça agit beaucoup sur la santé. Et puis le sport permet au corps de vivre. Sans le sport, on perd sa vitalité, si on veut dire, sans le sport.
Retour sur le plateau donc et les commentaires de nos invités. Donc effectivement, donc nous avons vu des seniors en pleine forme, bien dans leur corps et sans doute bien dans leur tête. Le monsieur nous disait d'ailleurs qu'il ne sentait pas le poids de l'âge. Est-ce que c'est le secret en plus du cocooning, puisque c'est le terme à la mode? Ces gens-là n'ont pas besoin de venir en institut pour se faire masser, à votre avis? Non, tout le monde a besoin de se faire masser. Se faire du bien. Oui, se faire du bien. Tout le monde, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Il faut le cultiver au quotidien. Mais quand on parle quand on regarde ces seniors, je pense aussi qu'ils ont une hygiène, on va dire, alimentaire qui n'est pas négligeable non plus. Hein. Parce que c'est vrai, il faut pratiquer le sport pour se sentir bien, il faut se faire masser, mais il ne faut pas négliger l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, c'est un tout bien entendu, hein. C'est-à-dire que conserver une bonne estime de soi, une bonne forme physique et mentale passe à la fois par, c'est une prise en charge globale, hein, je pense, hein, à la fois au niveau alimentation, au niveau relaxation, au niveau activité physique et soins physiques également, puisque les massages qui soulagent les petites douleurs ou certaines petites pathologies s'accompagnent également d'un bien-être esthétique, parce que lorsque le miroir nous renvoie une image à laquelle on n'était pas habitué, il est important aussi de savoir qu'il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son physique, de son visage. Absolument, et je profite aussi pour dire, quand les personnes arrivent, les seniors, il y a une petite attention particulière qu'elle est quand même donnée au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage, les conseils, comment prendre soin aussi des mains, des pieds, faire des bains de pieds de temps en temps, leur procure tout cela, c'est important. Aujourd'hui, c'est pas venir se faire masser, dépenser. Quand la personne vient à l'institut, on donne surtout des conseils pour qu'après ce moment de bien-être, que ça perdure dans le temps. Et ça, c'est important. C'est pas, en fait, la recherche d'un moment présent, mais c'est dans la continuité du temps qu'il faut rechercher ce bien-être. Parce qu'il y a le après, en fait, le moment, je vais retourner à la maison, je vais retourner dans les habitudes, c'était bien, merci, mais on fait aussi ce devoir d'appeler pour avoir des nouvelles après 2-3 semaines. C'est toujours dans l'accompagnement. Ça, c'est très, très important. Très bien. Alors justement, l'une des raisons de votre présence sur le plateau, c'est que vous intervenez également, vous sortez de l'Institut, vous intervenez à domicile ou même prochainement dans le cadre de la Semaine Bleue, hein, donc la Semaine des personnes âgées, vous innovez avec une opération ciblée donc sur des seniors et même des grands seniors, hein, puisque vous serez présent à l'EHPAD, à la maison de retraite de Terre-Village, pour une opération bien-être pour les pensionnaires de cet établissement. Alors ça consistera en quoi? À des massages sur des zones ciblées pour les douleurs. On verra l'état des jambes. On demandera à ces personnes s'ils ont eu l'occasion déjà d'avoir des Dopplers, voir un petit peu tout cela et surtout masser sur des zones ciblées à la demande du senior. Des massages anti-migraineux, c'est souvent un mal à la tête, au niveau dorsal, au niveau lombalgique, etc. Nous allons surtout utiliser l'arpagophytum pour l'arpagophytum. C'est une plante pour des vertus, des problèmes rhumatismaux. Donc on va plus utiliser cela. Donc c'est une plante que vous utilisez de quelle façon? Avec une crème, une base de crème, d'huile essentielle, pour justement soulager les douleurs. D'accord, donc voilà. Vous massez avec... On va masser avec l'arpagophytum, oui. D'accord, donc c'est une plante, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Enfin, moi je ne la connaissais pas. L'arpagophytum, oui. C'est une plante qu'on trouve sous nos cieux. C'est une plante qu'on trouve ici? En Martinique, non. Non, d'accord, très bien. Donc, mais qui est utilisé pour les problèmes rhumatismaux. Rhumatismales, très bien. Donc, effectivement, un soin particulier pour nos seniors. Une attention particulière. Donc, aussi bien au niveau de la coupe des cheveux que des soins, on va dire, esthétiques pour la main, pour les pieds et pour le corps entier. D'accord. Pourquoi cette opération en direction spéciale des seniors? Parce que nous deviendrons seniors un jour. Absolument. Donc, nous voulons être... Parce qu'il y a aussi beaucoup à apprendre. Il ne faut pas croire que nous faisons seulement les soins, mais nous apprenons beaucoup aussi pendant les massages, parce qu'on discute,
on échange et mine de rien, je me sens toujours rempli après un massage. Hein. De bonnes choses, c'est un échange. Oui, absolument. On donne et on reçoit, hein, ça c'est... Et on n'a pas fini d'apprendre. C'est une notion essentielle puisque effectivement parmi les facteurs de bien-être qui ont été dégagés, notamment dans un rapport récent sur le bien-être des personnes âgées, l'estime de soi est importante, au-delà du bien-être physique ou mental, l'estime de soi est importante et le fait de pouvoir transmettre quelque chose, même à quelqu'un qui nous apporte quelque chose, c'est important et ça permet effectivement aux seniors de savoir qu'ils ne sont pas là à charge de quelqu'un, mais que également transmettre. Ils existent. C'est important de leur donner le sentiment d'exister. D'exister, de continuer à être des êtres. Ils sont là, même s'ils sont malades, même s'ils sont seniors, mais ils existent. Et puis c'est un échange. Hein. C'est un échange. Ils portent quelque chose. Je vous donne et c'est apparemment enrichissant également. Ah oui, parce que les bénévoles qui vont justement au chevet de ces malades nous disent, je suis venu soi-disant porter quelque chose et je repars avec quelque chose de terrible. Donc, les gens qui n'ont pas encore compris qu'être à côté des seniors, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que ce sont vraiment des livres sans fin. Oui, un de nos témoignages tout à l'heure, c'est Béni, je crois, qui disait que les gens, les personnes âgées, les seniors, ont de toute façon, vu l'expérience qu'ils ont, quelque chose à transmettre. Et c'est effectivement, je pense que c'est aussi important de savoir qu'on est encore utile et toujours utile jusqu'au bout. Et puis c'est une marque de respect, comme il le disait tout à l'heure Béni, c'est un manque de respect que nous avons aussi pour ces seniors. J'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère en vie et quand je la vois, c'est avec plaisir, je vais commencer à faire de la musique, elle va danser, je l'accompagne, on danse 5 minutes, elle n'est jamais fatiguée. Et quand je l'entends chanter, je me demande, mais où est-ce qu'elle prend cette mémoire pour enregistrer autant de chants, autant de paroles? Et je me dis que ça me porte au courage tous les jours de pouvoir continuer à œuvrer. C'est un bon exemple pour moi. Très bien. Alors, je précise pour ceux qui seraient intéressés, donc à part cette intervention très ciblée sur les seniors, vous accueillez donc des personnes, vous occupez donc de la tête aux pieds, comme vous l'avez dit, des cheveux. Alors, pour le moment, vous êtes installé sur le Lorrain et également sur Fort-de-France. Mais l'activité danse, c'est sur le Lorrain, au premier étage du centre commercial, au quartier Séguineau. Et à Métis-Spa, dont le nom, la pierre de la spiritualité et de la santé. Effectivement, voilà. Le choix de ce nom. Le choix de ce nom, on va dire, est de maman, de ma mère, que j'honore au quotidien, parce que me connaissant, ma proximité avec le respect de l'autre. Donc, elle me disait, Boris, toi qui aimes bien faire, tu as toujours le souci de faire ci, de faire ça. Écoute, j'ai pensé à une pierre pour ton institut à Métis-Spa. Et je crois que de l'éducation que je t'ai donnée, je pense que tu peux le transmettre aux autres. Et j'ai dit, maman, ben voilà, je ferai de mon mieux au quotidien. Et c'est pour moi un bonheur de l'accueillir aussi dans le spa. Oui. Et pour moi, c'est aussi, en fait, une personne, on va dire, un senior. Donc ça me permet aussi de me préparer à cette vie aussi, et c'est une bonne chose. Très bien, donc un institut de bien-être, donc vous avez avec un soin particulier donc pour les personnes qui sont en phase de vieillissement ou déjà âgées ou comment dirais-je, très âgées même, puisque cette expérience au sein d'un établissement de personnes âgées est comment dirais-je, un signe de vos activités. C'est une opération que vous comptez renouveler? Oui, autant de fois que ce sera possible, oui. Pour moi, c'est aussi la possibilité de partager avec l'autre, quelle que soit la tranche d'âge, homme ou femme. C'est important, on est sur Terre pour s'aimer. Très bien. Vous avez beaucoup d'hommes qui viennent vous voir? Malheureusement, non. Eh bien, nous les encourageons. Malheureusement, non, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que l'homme se dit toujours fort, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Et c'est dommage, c'est bien dommage parce que il y a aussi chez l'homme, je pense, certaines retenues.
Et par le biais des massages, je pense qu'ils peuvent acquérir certaines choses, certains mieux-être, que d'avoir ce côté aussi, on va dire, oui, macho, oui, on peut l'utiliser. Et ça, il n'y a pas d'âge pour se détendre et ça n'appartient pas seulement aux femmes. Donc les hommes peuvent venir aussi se faire du bien. Très bien. Et le bien-être des hommes rejaillira de toute façon sur le bien-être de leur entourage et donc de leurs épouses, de leurs conjointes et de tout leur entourage familial. Merci Monsieur Belcou. Donc pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez nous communiquer le numéro où il est possible de vous joindre. Oui, le 05 96, le 76 67 31. Alors ça c'est au Lorrain, qui gère le standard des 2 centres. D'accord. Et donc on peut vous retrouver également à Didier, au lotissement Berny. Voilà, donc un soin particulier et une attention particulière pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, quel que soit leur âge d'ailleurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Merci Belcou. à vous. Nous abordons désormais maintenant la seconde partie de notre émission, de notre magazine, avec une longue rubrique Agenda. Bien, alors je me retourne maintenant vers Madame Anne-Marie Magdelaine, qui est donc la présidente de l'association de soins palliatifs de la Martinique. Vous êtes déjà intervenue, mais je pense qu'effectivement les deux sujets se croisent, puisqu'on parle de soins palliatifs, mais c'est également des soins de bien-être. Et également à vos côtés, Madame Marie-Josée Bourgade, qui est infirmière au CHU de Martinique, à l'hôpital Pierre-Zoda-Kidman, si je ne m'abuse, et qui œuvre au sein de l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital, l'équipe de soins mobile. L'équipe mobile de soins palliatifs. Équipe mobile de soins palliatifs. Alors, tout d'abord, nous vous recevons dans le cadre du prochain rendez-vous des mardis de l'Atrium, qui se déroulera le mardi 15 octobre. À l'Atrium, donc organisée à l'initiative du Conseil général, une rencontre mensuelle ou bimensuelle qui réunit chaque fois un nombreux public venu entendre indifféremment des thèmes qui les concernent, un public de seniors. Donc ce mardi 15 octobre, à l'ordre du jour, la douleur et l'accompagnement du malade et de la famille. Je pense que c'est important. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez, Madame Magdelaine, nous définir ce qu'est le soin palliatif? Alors, le soin palliatif, comme je vous l'ai dit au début, sont des soins de vie. Nous venons pour accompagner la vie, même si nous savons que l'issue est fatale. Parce que nous savons que dès qu'il y a vie, il y a fin de vie. Et c'est ce que nous voulons que la Martinique entende. Nous avons une nouvelle génération qui ne veut pas entendre que la fin de vie existe. Elle existe à la naissance. À partir de la naissance, on sait qu'il y a un terme à quelque chose. On ne la précipite pas, mais on accompagne cette vie. Et malheureusement la maladie à n'importe quel moment et ne concerne pas seulement la personne âgée. J'ai bien dit que ça concerne la naissance. Depuis la naissance, on est appelé à intervenir. Les soins palliatifs existent en pédiatrie. Malheureusement, oui. Malheureusement. Donc, c'est pour vous dire que le soin palliatif, ce que nous voulons faire passer, pour que les gens n'aient pas peur, c'est des soins où on apporte une attention particulière au malade, où on le prend en charge, non seulement pour sa maladie, mais on le prend en charge dans sa globalité. Comme M. Boris le dit, c'est son bien-être. Il est malade, oui, mais il a besoin de vivre. Il n'est pas obligé de souffrir. Voilà, il ne doit plus souffrir. Il y a une loi qui dit que l'on ne doit plus souffrir. On peut poursuivre son médecin s'il ne calme pas votre douleur, il peut être condamné parce qu'il y a un texte pour ça. Et pour pouvoir accompagner cette douleur, on a plein de choses que l'on peut mettre en place,
Madame Bourgade vous le dira. Donc, nous, de notre côté, de notre association, ce que nous essayons de dire, il y a maladie, certes, il y a souffrance, certes, mais il y a la possibilité de vous accompagner et de vous donner une qualité de vie jusqu'à la fin. Nous ne devons pas déterminer parce qu'il est malade que c'est fini. En soins palliatifs, on peut vivre 5 ans, 10 ans. Très bien. Alors, Madame Bourgade, Bourgade, c'est bien ça, excusez-moi. Justement, sur cette notion de soins palliatifs et de fin de vie, on a l'image, effectivement, de personnes qui sont en fin de vie, qui sont accompagnées par des équipes, une équipe ou des personnes. Est-ce que obligatoirement il faut être en fin de vie pour bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs? Pas du tout. Pas du tout. On commence à prendre le patient en charge au début. C'est-à-dire qu'on a un diagnostic qui est tombé. Et on a le diagnostic d'une maladie grave. Les termes sont bien précis. Maladies graves qui peuvent être incurables. Le patient ne va donc pas guérir. Mais on ne va pas rester figé à le regarder. On va agir, on va agir justement et de le prendre en charge de façon globale sur tous les points de vue. C'est-à-dire aussi bien le plan social, le plan de sa santé bien sûr, mais le plan spirituel de lui-même et de sa famille. Bon, on imagine bien qu'une seule personne n'intervient pas. Voilà, c'est pourquoi on parle d'équipe pluridisciplinaire, projet de soins, prise en charge globale. Très bien. Et au niveau de l'équipe, excusez-moi, au niveau de l'équipe, on a un médecin, des infirmières, une assistante sociale, une psychologue. Le patient, il est au centre et on le prend en charge. Après, on peut parler du devenir, du retour à domicile et qu'est-ce qu'on va faire après pour que le patient ne soit pas lâché dans la nature et que la prise en charge puisse continuer. Très bien, donc on insiste sur ce point, ce que vous avez toutes les deux mis en exergue, à savoir les soins palliatifs ne commencent pas quand on sait que la personne est proche de la fin. À partir du moment où on a posé le diagnostic d'une maladie donc grave et incurable, les équipes de soins palliatifs peuvent entrer en jeu. Alors, est-ce que c'est systématiquement, lorsque le diagnostic est posé, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que les soins palliatifs peuvent être sollicités? Au niveau de notre équipe, on a surtout besoin de ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire qui permet de poser le diagnostic de la prise en charge palliative pour ce patient. Il faut quand même un élément de douleur. Pas automatiquement. Mais ce qu'il y a, c'est que le patient, on aura fait le diagnostic de cette maladie, donc on va demander une biopsie, des examens complémentaires pour étayer justement ce qui plane au-dessus de la tête de ce patient concernant cette maladie grave, ce cancer. Mais on n'a pas que les cancers. On peut avoir d'autres maladies graves qui n'ont rien à voir avec un cancer, mais qui ne vont pas guérir. On parle de sclérose latérale amyotrophique, il y a plein d'autres maladies qui peuvent intervenir. Il y a le sida. Le sida, il y a plein de maladies. Il y a les panocitaises. Il y a toutes les maladies graves, chroniques. Le mot chronique et évolutive. Et on sait qu'il n'y aura pas de guérison. Qu'il n'y aura pas de guérison. Mais pas forcément qu'il y aura une issue fatale. On ne sait pas. Donc on soigne la vie, même si on sait qu'après il peut avoir une issue fatale, ça arrivera. Bien sûr. Mais nous, on soigne la vie. On accompagne la vie parce qu'on veut, comme vraiment, j'ai bien aimé les termes, et on soigne avec amour. Parce que quand Madame Bourgade vous dit qu'on prend soin du malade, pour prendre soin du malade, il faut absolument qu'il y ait une notion de sentiment qui en soit. La piqûre ne se fait pas simplement. On regarde l'être qu'on va piquer. On ne passe pas avec sa seringue et puis non. On établit quelque chose, on prend soin d'elle, on entre en communication avec elle. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'établit qui permet d'entrer dans le... Et c'est là le soin palliatif. Très bien. Alors, est-ce que comment se déroule la prise en charge? Est-ce que, par exemple, lorsque le diagnostic est posé,
ça se fait, la prise en charge se fait automatiquement et que l'équipe s'est réunie et a décidé effectivement une prise en charge, est-ce que ça se fait automatiquement ou est-ce que le patient, le malade ou son entourage vous saisit? Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai bien dit tout à l'heure qu'on était une équipe mobile. Donc, je ne suis pas dans un service à proprement parler. On a une structure où le service qui a besoin de le service d'hospitalisation qui a besoin de notre intervention va faire appel à nous. Très bien. Ils vont nous appeler, ils vont nous demander, ils vont nous donner un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de dire qu'effectivement, il y aurait peut-être besoin qu'on intervienne auprès de ce patient. Donc, on va se déplacer au chevet du patient. On intervient toujours au chevet du patient, sur tout le CHU. Donc, le CHU, aussi bien sur la Ménard, mais aussi à Mango-Vulsin. Et on est en train de faire un travail pour essayer d'aller jusqu'à sur Trinity, puisqu'on est devenu CHUM. Très bien. Voilà. Alors, juste par curiosité, tout le monde, tous nos téléspectateurs, tous les Martiniquais sont sensibilisés aux difficultés et aux problèmes de personnel du secteur médical et notamment du CHU. Est-ce que ces difficultés, ce manque de personnel notamment, qui remonte souvent, influent sur votre travail ? Je ne dirais pas ça comme ça. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a un besoin au niveau des services, ils font appel à nous. On se déplace au chevet du patient. Mais pour chaque patient, c'est une prise en charge particulière. Donc, s'il y a une problématique douleur, justement, la douleur revient tout le temps, mais c'est le symptôme le plus souvent, c'est le premier symptôme qu'on retrouve chez les patients pour les prises en charge palliatives. Donc, on intervient pour la douleur, mais ça peut être d'autres symptômes, autre chose qui n'a rien à voir avec la douleur. Mais ça demande une prise en charge globale et pluridisciplinaire, d'où l'intérêt. Mais les problématiques de personnel, nous aussi, on peut avoir un manque de personnel à notre niveau aussi, mais on essaie de pallier, de voir avec les équipes. Parce que dans un service, il y a toujours un médecin. Donc, si le docteur Marinelli n'est pas là, moi, je reste dans ma place d'infirmière, mais on voit avec les médecins référents du service du patient ou avec les médecins de Clarac. Très bien. Alors, j'imagine que vos deux types d'interventions, l'équipe mobile du CHU et vous, au sein du réseau associatif, vous coordonnez vos interventions. Bien sûr. Alors, c'est l'équipe mobile qui saisit l'association. Comment ça se passe? Je vous disais que nous, l'association, chapeaute le réseau OUSPEL. Oui. Et ce réseau OUSPEL, c'est lui qui coordonne les soins à domicile. Et ce sont justement ces équipes, les médecins traitants, les médecins de ville, qui nous signalent, ou une famille, ou une amie, n'importe qui, est apte à saisir le réseau. Très bien. Donc, on signale, ça s'appelle un signalement. Peut signaler effectivement. Voilà, on signale qu'on a un malade et qu'on aimerait qu'il soit pris en charge par le réseau. Donc, toute l'équipe se met en place, comme l'a dit Mme Bourgade, parce que nous avons la même équipe au réseau. Le médecin, l'assistante sociale, la psychologue et l'infirmière. Et en plus, le réseau a les bénévoles. Ce qu'on n'a pas à l'hôpital, parce que ce sont nos bénévoles qui interviennent dans les hôpitaux. Donc, quand cette équipe est saisie, ils partent en visite, comme va faire l'équipe mobile, au chevet du malade, à son domicile, et va mettre en place le diagnostic, voir tout ce qu'il faut faire, s'il lui faut un lit médicalisé, s'il lui faut une chaise, tout ce qu'il faut mettre en place. L'assistante sociale va chercher le confort social, si le logement est adapté. Et la psychologue va regarder son besoin spirituel, tout ce qui n'est pas, je dis bien spirituel, je ne parle pas de religion. Donc l'assistante sociale va rentrer dans le domaine du psychique, voir avec lui parce qu'il faut que là aussi que ça marche, et va regarder aussi la famille. Parce que vous savez, un malade douloureux, c'est un problème, non seulement familial, mais sociétal. Parce que cette personne qui est en souffrance ne va plus vouloir de beaucoup de choses. Donc, il faut déjà, dans premier lieu, calmer sa douleur. Donc, mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir lui redonner de la qualité de vie pour qu'il puisse redevenir et recommencer à vivre en société.
Absolument. Donc, quand on souffre, on n'a pas envie de voir du monde. Exactement. Donc là, on est vraiment dans le bien-être voilà. Obligatoire, même en cas de lorsqu'on est malade. Surtout quand on est malade. Pour soi, également pour son entourage. Pour ses amis et tout. Alors, donc, vous êtes à la tête ou vous êtes entouré de bénévoles. Quel est le rôle de ces bénévoles? Alors, les bénévoles sont formés pour faire de l'écoute, de l'accompagnement. Ils vont au domicile ou à l'hôpital où ils écoutent le malade. Parce que quand vous avez parlé tout à l'heure du problème d'insuffisance du personnel soignant, oui, c'est vrai. Il ne faut pas le nier. Parce que pourquoi le prendre soin manque beaucoup? C'est parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, ou ne sont pas assez nombreux en général, pour pouvoir rester un peu plus longtemps près du malade. Le personnel médical a envie de partager avec le malade, mais il a quelques heures et il a beaucoup de malades. Donc, parfois, il est obligé de passer et faire sa piqûre. Donc, d'où la nécessité de ces bénévoles qui vont et écoutent le malade. Vous êtes nombreux? Alors, nous sommes une cinquantaine. Une cinquantaine? Une cinquantaine formés vraiment aux soins palliatifs, à l'accompagnement des malades en soins palliatifs. Très bien. De manière à ce que l'écoute se fasse dans la direction voulue. Et vous interveniez sur l'ensemble du territoire martiniquais? Sur toute la Martinique, parce qu'au réseau OUSPEL, nous avons fait de la Martinique 4 secteurs. Nord-Caraïbes, Centre, CACEM, Sud, le Grand Sud et le Nord-Atlantique. Donc nous avons un médecin, une infirmière qui intervient sur chaque secteur et nous refait remonter le besoin de bénévoles au domicile ou l'hôpital nous dit si on a besoin de bénévoles à l'hôpital, dans les EHPAD et tout. D'accord, vous intervenez également dans les EHPAD, voilà. En institution, donc je suppose qu'effectivement... Oui, parce qu'il y a un besoin partout. Très bien. Et si les personnes souhaitent intégrer votre équipe de bénévoles, y a-t-il des préalables? Il y a vraiment, au préalable, il y a un entretien avec l'équipe de l'association, la présidente et le coordinateur. Et ensuite, cette personne est vue par un psychologue qui dira si elle est en mesure de faire de l'accompagnement. N'accompagne pas qui veut. Quelqu'un qui vient d'avoir un deuil ne peut pas accompagner parce qu'elle va donner. On comprend bien pourquoi. Si elle est en demande, elle ne peut pas donner. Donc, il y a quand même cette partie où le psychologue va avoir des entretiens, va nous retourner sa conclusion et ensuite, si elle est apte, elle fera une formation de 47 heures, déjà beaucoup sur elle et sur sa relation avec l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de formes d'écoute, il y a l'écoute verbale, mais il y a aussi l'écoute non verbale. Il y a le geste, quel geste on peut faire, à quel moment on peut le faire. Il y a tout ça, donc il faut absolument qu'il y ait une formation derrière. Très bien. On peut imaginer effectivement, il y a cette écoute, il y a ce prendre soin. Il n'y a pas de geste. Enfin, on a eu, comment dirais-je, l'avis, le témoignage de Monsieur Belcou sur les massages, sur la relaxation, éventuellement, pas encore au sein de vos équipes. Enfin, j'ai fait une formation et je dois poursuivre une formation de toucher massage pour dans le cadre de la prise en charge palliative, mais aussi pour le soignant. Pour le soignant, absolument, puisque effectivement, j'imagine que les soignants et les bénévoles, y compris, sont confrontés parfois à des situations difficiles et ont sans doute eux-mêmes besoin d'une prise en charge pour continuer à être dans le bien-être et pour continuer à donner. Je vais rebondir aussi sur le fait qu'un patient, quand il nous demande le service nous demande de venir auprès d'un patient, il se dit « Ah, mais ça y est, j'ai des gens qui vont s'occuper de moi. » Et on leur explique qu'on travaille en collaboration avec cette équipe. L'équipe dans laquelle il se trouve le service d'hospitalisation, puis nous, et puis après. Le patient, il ne se retrouve pas, on ne le coupe pas en morceaux en se disant « Bon, on va faire là. » Non. Le service en question trouve qu'ils sont en souffrance face à une problématique de ce patient qui est en soins palliatifs et qu'est-ce qu'il devrait faire. Donc nous, on intervient, on cadre, on évalue, on réévalue. Et au moment où le patient trouve qu'il est en mesure de retourner à domicile, de retourner vers ses proches,
on fait un signalement au niveau du réseau. Très bien. Donc on voit, c'est vraiment une prise en charge vraiment globale et pluridisciplinaire. À la fois du malade, mais également de l'entourage et des soignants. Et des soignants. C'est important parce qu'il y a une grosse souffrance. Il y a une grosse souffrance. Et des soignants aussi, c'est important parce que les bénévoles et le personnel soignant retournent en temps de parole. Il faut retourner au temps de parole pour pouvoir évacuer. Parce que vous ne pouvez pas garder. Bien sûr. Vous prenez un moment, mais il faut jeter pour pouvoir redonner. Très bien. Je trouve intéressant cette complémentarité qu'il y a dans ces corps de métier parce que je pense que c'est une bonne chose que ces patients justement ressentent cette équipe soudée, cet amour qui est diffusé. Vraiment, je pense qu'on ne fait pas de différence, on va dire, de corps de métier, mais ils ressentent vraiment un amour qui est donné. Et c'est ça, je crois, le plus important. Donc, ce serait avec joie, en tout cas, si vous faites appel à Métispa, qu'on répondra, surtout le secteur de la Martinique, aussi bien pour les soins visage que pour la coiffure, que pour la main. Quand on parle de bien-être et quand on parle de reconsidération, d'amour pour ces personnes, je pense qu'il faut aller jusque-là, aller jusqu'au bout, de faire un soin visage pour quelqu'un de 70 ans est agréable. C'est important, vraiment le bien-être. Nous sommes ouverts à tout ça. Mais c'est notre rêve de pouvoir porter près de ce malade. Parce que nous avons encore des jeunes femmes. Nous avons des jeunes femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, soins palliatifs, 50 ans. On a envie, si on avait les moyens, pourquoi nous faisons une grosse, enfin je fais souvent à mon niveau une campagne pour dire de nous aider, parce que nous avons besoin de donner aussi ces choses-là. Alors sachez qu'à Métispa, je parlais d'amour. Ils ne voyaient surtout pas, je parle au Martiniquais, le côté argent, le côté pixou. Je pense qu'il faut savoir donner sans pour cela attendre quoi que ce soit en retour. Très bien, et je crois qu'avec Amétispa, s'il nous faut faire des points, une collaboration pour le bien-être, parce que ces gens n'ont rien demandé pour arriver à ce stade, c'est aussi pour nous un devoir de pouvoir les accompagner jusque-là. Très bien, ça sera le mot de la fin, donc juste 2-3 secondes, Madame Bourgade. Oui, on parlait de toucher, massage, de ces gestes-là, et c'est vrai que ça nous rapporte beaucoup de choses, parce qu'en retour, les patients, quand ils reviennent, on sent, ils arrivent, ils ont une différence, absolument. Effectivement, et même dans le cas de l'accompagnement, là, c'est vrai que ça ne répond pas au thème du jour, mais dans l'accompagnement de la fin de vie, mais ça nous est déjà arrivé de faire du toucher-massage à un patient et qui est parti vraiment paisiblement. Très bien, voilà. On le voit, c'est en tout cas un sentiment très important dans la vie, mais également dans la maladie, voire plus loin, dans la fin de vie. Donc il est parfois facile de procurer et de soi-même se préoccuper lorsqu'on en a la possibilité. Alors pour les soins palliatifs, le rendez-vous c'est ce mardi 15 octobre à partir de 9h à l'Atrium, dans le cadre des rendez-vous de l'Atrium à l'initiative du Conseil général. Donc c'est un rendez-vous qui est public. Le Conseil général met à disposition des moyens de locomotion, notamment un bus. On espère que la grève des transports sur le centre aura pris fin, mais le Conseil général met à la disposition des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion un certain nombre de bus dont vous pourrez trouver les lieux de rendez-vous en appelant le CLIC de Fort-de-France au 05 96 63 43 23, 63 43 23. Donc rendez-vous au mardi 15 à l'Atrium. Monsieur Belcou, merci pour vos interventions. Je pense que le message est passé. Le bien-être, c'est important. Le bien-être, c'est la vie. C'est le slogan de Mahogany. Donc le bien-être, ça participe longuement et profondément au bien-être et au bien vieillir à la Martinique. Cette émission est finie. Je remercie donc mes invités sur le plateau. J'espère que nos téléspectateurs sauront prendre tout le profit de vos conseils et de vos informations. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mahogany. À très bientôt.